Oui, merci Monsieur le Président pour cette invitation. Avant de l'accepter, je vous avoue que j'ai réfléchi parce que je me demandais, dans tous les thèmes qui étaient traités, ce qu'allait faire la société civile dans ce contexte. Et bon, je me suis dit que c'était peut-être quand même une possibilité d'introduire ce sujet qui est trop souvent méconnu de la société civile. Alors, juste un exemple, quand en France on a commémoré la Première Guerre mondiale, je me suis aperçu que sur les 5 années de commémoration, pas un seul colloque, pas une seule réunion sur les philanthropes et la Première Guerre mondiale. Ce qui était très surprenant dans la mesure où, par exemple, le sauvetage de la population belge et le sauvetage de la population du nord de la France, où l'occupation avait été très très sévère, avait été faite par une mission qui avait duré 4 ans, présidée par Hoover, et qui avait investi, ramené en dollars d'aujourd'hui, 75 milliards de dollars. Donc la société civile avait joué un rôle fondamental, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, pendant cette Première Guerre mondiale. Alors, je vais faire vite puisque le temps est passé, et je vais juste retenir ici 4 ou 5 dates. 1492, bon, Christophe Colomb, l'Amérique, et ben là c'est déjà la première apparition d'une société civile autour de l'Atlantique, avec ce que j'appellerais les missions religieuses. Quand on a pu se promener à travers le monde, que ce soit en Californie, que ce soit au Congo, ou que ce soit en Amérique latine, ben, les missions religieuses, quelle identité entre elles autour de l'Atlantique, hein, que ce soit les jésuites, que ce soit les dominicains, que ce soit... Et quand on a parfois de grandes difficultés pour aller, parce qu'il y a la guerre civile en Côte d'Ivoire, où j'étais à ce moment-là, ben, c'est quand même à travers les couvents des religieuses qu'on voyage. Bien. Alors juste, je ne vais pas m'apesantir sur les religieux, sont-ils la société civile ou pas, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est un événement que je voulais juste mentionner ici. Parce que ça a été, je dirais quand même, une identité culturelle autour de l'Atlantique. Alors, deuxième point, je vais retenir une deuxième date, 1775. Alors là, trois éminents spécialistes de la société civile, le professeur Charles de Witt aux États-Unis, Davis en Grande-Bretagne et l'ambassadeur Michel Toussaint en France, retiennent cette date parce que c'est la naissance de la Société pour l'abolition de l'esclavage en Pennsylvanie. Alors pourquoi la naissance d'une société civile autour de l'Atlantique? Parce que 2 ans après, il y a la naissance de la même société en Grande-Bretagne, et en 1788, la naissance à Paris de la Société des Amis des Noirs, juste avant la Révolution française, où on y retrouve Robespierre, Lafayette et bien d'autres personnages importants qui vont faire la Révolution française. Et surtout, le point important, c'est que c'est la naissance d'opérations coordonnées entre les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et beaucoup de pays, pour qu'il y ait des campagnes internationales pour à la fois l'abolition de l'esclavage, ça sera assez long, surtout dans un premier temps, l'interdiction du commerce des esclaves, ça va commencer par un certain nombre de traités, et puis après on va aboutir à l'abolition. Alors, y sommes-nous arrivés? Je ne sais pas. Je peux simplement vous dire que, en tant que juge à la Cour nationale du droit d'asile, nous étions encore saisis, notamment en ce qui concerne la Mauritanie, de demandes de réfugiés pour des causes d'esclavage en Mauritanie. Voilà, donc c'est un long chemin, et aujourd'hui encore à Genève, il y a beaucoup de réunions qui se tiennent sur ces sujets-là en matière de droits humains. Alors, troisième date que je vais retenir, 1907. Alors c'est une date qui passe un peu inaperçue, mais c'est la création à Bruxelles de l'Union des associations internationales. Alors entre, je dirais, 1775 et 1907, c'est une floraison d'associations internationales. L'Union internationale des associations en 1907 va regrouper 1200 ou 1700 structures. Et l'ambition, c'est déjà d'avoir une sorte de siège international. Et il y a une bataille, monsieur l'ambassadeur, entre Genève et Bruxelles pour savoir où on va situer le siège. Alors l'Union internationale des associations va se situer à Bruxelles. Aujourd'hui, on voit encore
l'importance, puisque Bruxelles est une ville internationale, et puis Genève qui va concurrencer avec la création en 1865 ou 63, je ne sais plus, du Comité international de la Croix-Rouge, autre exemple d'association internationale, transnationale. Et donc, les associations, si vous voulez, qui sont membres de l'Union internationale des associations et qui vont rayonner autour de l'Atlantique, ce sont des associations pour les droits de l'homme, des associations féminines et féministes qui sont extrêmement nombreuses et qui sont souvent des associations qui sont d'abord nées en Europe, puis qui se sont exportées aux États-Unis et qui reviennent avec beaucoup d'argent retravailler l'ensemble, je dirais, de l'arc atlantique. Donc c'est la troisième date que je voulais retenir. Je rappelle qu'à ce moment-là, il y a donc des sièges permanents de ces associations, qui sont à Bruxelles, ou à Vienne, ou à Paris, ou à Londres, qu'elles ont des interprétariats dans leurs conférences internationales, et qu'elles vont servir de modèle, et qu'elles vont beaucoup inspirer la Société des Nations, dont on dit beaucoup de mal aujourd'hui parce qu'elle a échoué, mais cette Société des Nations a permis l'expression de la société civile internationale, car elles avaient le droit, ça serait inimaginable au niveau des Nations Unies, elles avaient le droit de prendre la parole à l'Assemblée générale de la Société des Nations. Donc ça, c'est quelque chose, là on voit que les États ont repris le contrôle des organisations internationales, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et je rappellerai simplement que s'il existait beaucoup d'associations internationales, eh bien, en 1815 est créée la première organisation internationale gouvernementale entre la Suisse, la France, la Belgique, l'Allemagne, qui ne s'appelle pas à ce moment-là l'Allemagne, et qui est la Commission pour la navigation sur le Rhin, qui est historiquement la première... Pardon ? C'est à Bâle, voilà, c'est la première organisation internationale gouvernementale. Il y a longtemps que les associations internationales ont déjà des sièges internationaux, et avant que les États qui vont de conférence en conférence, de négociations diplomatiques, mais il n'y a pas d'organisation permanente. Alors je terminerai par un véritable cataclysme pour la société civile, c'est l'arrivée de M. Trump, bien sûr, aux États-Unis, parce que ça va affecter pas seulement l'humanitaire, mais je crois que ça va affecter énormément l'ensemble de la société civile autour, en tout cas, de l'Atlantique, dans la mesure où la coupure des financements a été d'une brutalité extrême. USAID était le premier bailleur de ces associations, humanitaires notamment, avec près de 80 milliards de dollars chaque année. Donc même les grands philanthropes américains comme Gates, Rockefeller et autres ne vont pas compenser. Et en plus, on voit que la France, par exemple, a diminué son aide au développement de près de 30% dans le budget de cette année. Je crois qu'il en est à peu près de même de beaucoup de pays européens. Donc je pense que là, indépendamment des dégâts humains directs sur la faim, sur les vaccinations, sur la santé humaine, il y a aussi la volonté probablement de la part de M. Trump de réduire l'influence de la société civile à travers ses financements. Et je pense que là, pour le monde en général et en particulier pour tous les pays africains, la coupure est extrêmement brutale et que c'est un coup très dur, je pense, qui est porté à la société civile européenne. Alors on avait cru que cette société civile atlantique, notamment à travers la Cour pénale internationale, à travers le traité sur les mines antipersonnelles. Regardons le chemin parcouru depuis la signature à Ottawa de ce traité. Aujourd'hui, tout le monde dit « Oh, les mines antipersonnelles, mais c'est formidable, il faut les remettre en place, il faut en remettre partout, c'est la meilleure protection contre les Russes ». Bon, voilà le chemin qui a été parcouru de ces mines que tout le monde haïssait et qui tout d'un coup redeviennent le meilleur moyen de se défendre contre une éventuelle attaque russe. Sur la Cour pénale internationale, écoutez, je crois que le chemin parle de lui-même, les attaques sont quotidiennes, et j'en parlais à l'occasion à midi, les magistrats de cette Cour sont aujourd'hui directement impliqués par l'administration Trump. Ils ne peuvent plus avoir de carte de crédit, ils ne peuvent pas prendre de billets d'avion. Et les membres de leur famille.
et les membres de leur famille, parce que toute banque qui donnerait une carte de crédit à un membre de la Cour pénale internationale se verrait l'interdiction de pouvoir travailler aux États-Unis. La même chose pour les compagnies aériennes, etc., etc. Donc là, vous voyez, une action directe sur eux. Donc j'en termine là, puisque là je sors un peu du sujet, et j'espère avoir tenu dans le temps que vous m'aviez généreusement accordé, Monsieur le Président. Voilà.